chasse en France, une histoire qui pourrait commencer par « Il était une fois un chien ». Alors de quel chien parle-t-on aujourd'hui, mon ami Christian? Patrick, bonjour. Aujourd'hui, on va parler d'un chien d'exception, une race qui n'est pas une race primitive ou une race éthologique, mais une race fabriquée par l'homme, le Dogo Argentino, en français Dog argentin, un chien de chasse exceptionnel, un chien d'exception à lui tout seul. Alors on va présenter d'abord le chien lui-même. Le chien, c'est un chien fabriqué dans les années 1920-1930 par deux passionnés de cynotechnie, deux frères, un médecin, un autre passionné de génétique animale, et ils ont fabriqué ce chien à partir de 9 races. 9 races, dont bien sûr un chien qui n'existe pratiquement plus, qui est le Perro de Presa Cordoba, on dit chien de prise de Cordoba, Cordoba étant une région d'Argentine. Ils ont introduit du Bull Mastiff, ils ont introduit du Dog de Bordeaux, ils ont introduit diverses autres races, notamment du Dog allemand, pour la grande taille. Ils ont introduit du Lévrier, pour cela ils ont introduit de l'Irish Wolfhound, le Lévrier irlandais, pour sa puissance et sa rapidité. Ils ont introduit du Bulldog et du Boxer, pour donner la puissance musculaire aux mâchoires. Et ils ont fabriqué un chien tout blanc pour qu'il se voie de loin. Un chien extrêmement rustique, n'ayant ni peur des marais, ni peur de la steppe, ni peur de la montagne. Un chien qui n'a peur absolument de rien. Un chien extrêmement capable de passer en 400 km du froid au désert. Le climat d'Argentine est ainsi fait. Le chien est ainsi fait. Comme les hommes argentins, il est courageux, téméraire, sans chaud. Et on peut dire aussi que c'est le meilleur chien de prise de la génération. Un chien de prise, un chien de travail au puma et au sanglier. Le puma est maintenant une espèce que l'on protège. Il reste quand même les cochongliers, des monstres qui font jusqu'à 200 kg. Pour les arrêter, il fallait un chien extrêmement vif. On a le Dog argentin. C'est un chien qui est capable de suivre un cheval au galop, qui est capable de suivre une chevauchée toute la journée et qui fait une chasse à servir. Une chasse où l'homme part en équipage à cheval, où l'homme a vu du sanglier lâche les chiens vont faire la prise, en général 3. Un chien à l'arrière sur une des cuisses, un chien à l'avant sur une des jambes et un chien sur une oreille. Ça permet au chien d'être bloqué et de tenir la prise, la tenir au mordant. Il ne desserre pas les dents, il couche l'animal. L'homme descend du cheval, prend la dague et serre. Une vieille chasse, comme on chasse à court, que ce soit ce qu'on appelle de la grande vénerie à cheval ou de la petite vénerie, on chasse encore à servir en France. Tradition du Moyen-Âge. Il faut savoir que l'Argentine a gardé cette tradition, avec des chevaux exceptionnels aussi, le Criollo, on peut le citer. Et il fallait un chien qui résiste à tout. Voilà le Dogo Argentino, le Dog argentin en France. Alors là on ne dirait pas, mais j'ai tout compris. Alors je sais qu'à côté de toi, tu as un invité qui est également éleveur de Dog argentin. J'aimerais bien que tu me le présentes. Patrick, je te présente Pierre, qui est propriétaire de Dog argentin, un mâle et une femelle, un couple. Et lui va nous dire pourquoi en France on ne l'utilise pas beaucoup en chasse. Bien sûr parce que la chasse à servir n'existe pas en France, pratiquement pas. Mais il va nous parler aussi pourquoi une passion pour ce type de chien. Je voulais un beau chien, c'est le cas, c'est des beaux chiens. C'est des chiens qui ne laissent pas insensibles. Donc la première chose qui m'a fait craquer, quand même, un peu comme tout le monde, c'est l'esthétique du chien. Par la suite, bon, je voulais un chien qui ait une utilité, pas un chien qui puisse servir à rien. Donc la polyvalence de ce chien m'a surpris. Parce que dès que je me suis un peu enquis sur la race, je me suis aperçu qu'outre le fait qu'il était chien de chasse, il servait aussi comme chien de recherche dans les décombres. Il y en a un dressé d'ailleurs à Brignoles, dans la région de Brignoles, que j'aimerais d'ailleurs bien rencontrer. Il y en a qui servent dans la police, et je suis gendarme, donc j'étais un peu attiré par ça. Et puis bon, la chasse, je dois avouer humblement que je suis moins bon chasseur parce que je n'ai pas trop de temps. Mais par contre, je souhaite ne pas leur faire perdre leur caractère. À ce titre d'ailleurs, la chienne que vous avez, qui est ici, là, qui a 1 an tout juste, je lui ai montré quand elle avait 4 mois un sanglier. Elle s'est pliée comme un accent circonflexe. Elle était visiblement, elle avait peur, mais elle montait, elle allait voir le sanglier. Ça, c'est vraiment, c'est viscéralement, c'est des chiens, on sent qu'ils ont la chasse dans les tripes et qui sont toujours prêts
c'est une race qui est vraiment disponible pour les chasseurs. Maintenant, c'est vrai qu'on en rencontre peu parce que d'abord c'est des chiens qui sont relativement onéreux. On n'en trouve pas beaucoup. Et puis en fait, c'est des chiens aussi quand ils chassent, une fois qu'ils sont sur la piste, ils ne tolèrent pas, ils ne sont pas très tolérants envers d'autres animaux. Donc c'est des chiens qui réclament un bon dressage, on ne peut pas mettre ces chiens facilement entre toutes les mains. C'est des Ferrari comme dit mon ami, mais comme une Ferrari, on ne peut pas se permettre de mettre n'importe qui au volant. Alors pour le Dogo Argentino, ce qu'on peut remarquer d'abord, c'est que comme c'est un chien qui a été fabriqué par l'homme, il a les qualités et les défauts des hommes qui l'ont fabriqué. C'est un chien avec beaucoup de cœur. C'est un chien extrêmement agréable dans la vie, je dirais, commune, la vie de famille. Et ce qu'on peut remarquer, c'est que c'est un chien qui colle au maître. C'est un chien sécotine, c'est un chien haraldite. C'est un chien qui est onéreux dans l'achat, puisque la moyenne en France est à 7 500 francs jusqu'à 9 000 francs. C'est un chien qui a besoin de se dépenser physiquement. Je connais pas mal de vététistes, de gens qui sont sportifs, qui ont pris ce type de chien pour tout simplement aller faire du sport. Dans ses qualités olfactives et dans ses qualités de chasse, on les détourne, soit pour la garde et la défense, soit aussi pour le pistage. Donc comme c'est un chien polyvalent, il faut savoir qu'en Argentine, c'est aussi le chien que l'on utilise pour les guides d'aveugles. Au niveau mâchoire, au niveau caractéristique, c'est un chien à qui on coupe les oreilles. Alors il a les oreilles pendantes, en général très radar, pas très belles. On a les oreilles assez courtes, ici. On coupe en demi-lune ou en demi-rose. C'est un chien à qui on coupe les oreilles assez courtes. D'abord, il y a une question de prophylaxie. Les bestioles, tout ce qui est petits germes, etc. se met beaucoup moins dans une oreille coupée que dans une oreille pas coupée. Ensuite, il y a une question d'esthétique. C'est quand même, ça donne un autre visage au chien. Quand je dis visage, c'est parce que c'est expressif comme chien. Ensuite, c'est un chien qui est purement médioline, c'est-à-dire moitié-moitié au niveau du crâne. Et ça, on peut très bien le voir ici avec un crâne très bien développé et avec un museau très noir, bien développé. Ensuite, une ligne de cou qui est très courte et très puissante. Si on voit ici l'effet de jabot, c'est quand même très puissant à ce niveau-là. Un poitrail et un pectoral développé comme les lévriers, très bas. Alors on va le mettre debout pour le montrer. Allez, Shark. Ou alors, voilà, les deux d'ailleurs. On voit qu'ils ont un poitrail qui est bas. On peut remarquer le poitrail bas, une bonne ligne de dos. Alors Shark est extrêmement gentil, hein. Ce ne sont absolument pas des chiens dangereux. Pour ce petit problème, je dirais qu'on a vu à la télé, il y a quelques années, les pitbulls et les chiens dits dangereux, et on a vu pas mal d'images de dogo, en croyant que c'est un pit. C'est absolument pas un pit, c'est pas la même classification, c'est pas le même type de chien. Ce qu'on peut voir aussi, c'est au niveau de la morphologie, cette peau détendue, cette peau extrêmement puissante est pratiquement insensible. Parce que si le puma accroche ou si le sanglier accroche, ils sont insensibles à la douleur, tout simplement. Ses yeux, très peu pigmentés à l'intérieur, mais très peu pigmentés. C'est un regard presque humain. Et puis bien sûr, voilà, regardez ça. Ça, c'est de la dentition de puissance pure. C'est un chien qui, vous avez vu, se laisse manipuler facilement. C'est un chien de grande taille. Il ne faut pas oublier que c'est un chien qui fait aux environs de 65 cm pour 45 à 50 kg, adulte. 450 grammes de nourriture jour. Sachant que des bonnes croquettes, ça coûte aux alentours de 350 francs, 400 francs le sac. Ce qui vous fait un mois. C'est quand même pas un chien à la portée, je dirais, de tout le monde et de toutes les bourses. C'est surtout un chien qui n'est pas à la portée de, je dirais, n'importe qui au niveau manuel, au niveau du travail que l'on peut faire avec ce chien. C'est un chien qui a besoin d'éducation très tôt parce que peu agréable avec les congénères de même sexe. C'est ainsi décrit. Ça veut dire que c'est un chien qui est dominant, c'est un chien qu'il faut tenir, maîtriser. Pas en force, parce que ça ne sert à rien, il est insensible pratiquement, je vous l'ai déjà dit. Mais par contre, c'est tout à l'affectif. Et ce travail affectif commence, je dirais, à 2 mois. Si vous allez chez un éleveur et qu'il vous livre un chien qui est mal démarré, vous allez avoir des problèmes. Donc, pour éviter ce type de problème, allez chez un éleveur, préférez prendre un chien de 2 mois et demi, 3 mois, voire 3 mois et demi. Sur un molosse, ça n'a pas de problème. Sur un grand chien, ça n'a pas de conséquences. Mais par contre, qu'il n'ait pas trop vécu en boxe, qu'il soit familial.
c'est très important pour le développement de ce type de chien. Donc Patrick, là vous pouvez constater que c'est un chien extrêmement sociable, que c'est un chien exceptionnel par sa morphologie, que c'est un chien exceptionnel par son mental, peur de rien. On peut dire que si vous avez la chance d'aller en Argentine, allez voir une chasse avec les criolos, avec les dogs argentins et les argentins, vous verrez, vous en serez ravis. Bien sûr, j'ai envie d'aller en Argentine, évidemment. Alors ce chien, bon, j'ai compris qu'on s'en servait pour la chasse au plumard, qu'effectivement il guidait les aveugles, qui coûte un certain prix. Merci Christian. Merci Christian, j'en sais un peu plus sur ce chien. Et puis à vous tous, eh bien, je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode d'une vie de chien. Bonjour, je m'appelle Bernard Bouic. Aujourd'hui, je vous invite à une chasse cerf et sanglier à tir. Mais suivez-moi, je vais me mettre en place. Bon, aujourd'hui, donc, on va chasser le cerf. Moi, je me sers d'un Beretta et je tire des cartouches à balles, normales. Je trouve que c'est un fusil léger qui me convient bien, il est facile à tenir, tout va bien pour ça. Maintenant, pour la chasse au cerf, la chasse commence la veille. La veille, on est obligé d'aller sur les pistes, effacer toutes les anciennes traces qui s'y trouvent, de façon que le lendemain matin, nous ayons des traces fraîches. Le lendemain matin, les premiers rendez-vous sont à l'aube. Il fait encore noir lorsque les gars se rassemblent. Ici, on appelle ça les traiaires. Ils partent, ils ont chacun leur secteur pour aller relever ces fameuses traces fraîches dont on a besoin pour faire cette chasse. Ensuite, lorsqu'ils ont toutes leurs traces, ils arrivent au rendez-vous général. Et là, en compagnie du président, on fait le point. On choisit une partie, un secteur à chasser. On partage ce secteur, en général, on ferme en carré. Dans chaque carré, chaque ligne à tant de chasseurs, et on passe de suite aux consignes de sécurité. Les consignes de sécurité sont assez simples. La première des choses, c'est que chaque chasseur doit avoir sa tenue fluo. Au pire des cas, s'il n'a pas les moyens, au moins la casquette fluo. Et l'autre consigne se passe sur le tir, où on leur désigne un angle, 35 degrés. À moins de 35 degrés, ils ne peuvent pas tirer. Il faut qu'ils attendent que la bête ait dépassé ces 35 degrés, mais en principe, ça se fait rapidement parce que le cerf passe très vite. Voilà pour les consignes de sécurité. Bon, je profite qu'on est dans ce coin pour vous raconter une petite anecdote qui nous est arrivée ici, juste à cet endroit-là, vous voyez, entre le chasseur qui est au repos sur son fusil et puis moi. Et dans ce coin-là, c'était un dimanche après-midi, où on avait commencé notre chasse, on n'avait rien, on n'avait pas de pied, on ne savait pas où aller, alors on avait fait ce coin ici. On envoie les chiens à l'intérieur, ça ne donnait pas grand-chose de suite. Et puis finalement, il s'est dessiné une voie, et puis cette voie, petit à petit, elle a été bonne, et les chiens donnaient, mais comme à leur habitude, les cerfs, ils nous ont fait tout le tour du carré, et avant de choisir un coin